Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les nombres réels. Alors on va devoir déterminer si une partie admet une borne supérieure et une borne inférieure. Donc on va expliquer les conditions et on va déterminer justement les valeurs de ces bornes, s'il y en a bien sûr. Donc pour pouvoir résoudre cet exercice, il faut connaître en premier lieu le théorème fondamental qui est le théorème de la caractérisation de la borne supérieure et inférieure. Alors que nous dit ce théorème? Il nous dit que toute partie de R non vide et majorée, respectivement, donc là je vais faire les deux cas en même temps, donc respectivement minorée, admet une borne supérieure, respectivement inférieure. Voilà. Donc, ce que nous dit le théorème, voilà, c'est que si j'ai une partie de R qui est non vide, qui est majorée, alors j'aurai une borne supérieure. Si cette partie est minorée, j'aurai une borne inférieure. Donc, vous l'avez compris. Donc, on va devoir prouver que A admet un plus petit majorant, un plus grand minorant, et que surtout A est non vide. Et ces deux conditions réunies, on pourra en déduire que A admet des bornes inférieures et supérieures. Alors, en premier lieu, quand on voit A, on peut l'écrire de cette manière. On peut l'écrire, on appelle ça en expansion. Donc là, c'est en compréhension. Et en expansion, c'est tout simplement que je vais écrire les premières valeurs de cet ensemble. Donc, première valeur, donc pour n égale à 0. Alors, j'aurai du 1 sur 1 plus 1. Ça me donnera 2. 1 moins 1 demi, ça me donne 1 demi, et etc. Donc ça, c'est une écriture en expansion. Voilà. Sauf que, comme vous l'aurez peut-être remarqué, on a un terme, on a ce fameux terme-là, le fameux moins 1 puissance n. Donc on avait déjà vu dans une vidéo, moins 1 puissance n, ça ne diverge pas et ça ne converge pas lorsqu'on parle de suite. Donc ce terme, il est un peu compliqué à étudier. Mais lorsqu'on fait des disjonctions de cas, ça devient beaucoup plus facile parce que moins 1 puissance n, c'est simple, soit c'est égal à 1, soit c'est égal à moins 1. Donc il est compris entre moins 1 et 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire une disjonction de cas entre les n pairs et les n impairs. Et par construction, on sait que un ensemble d'entiers, il est constitué de l'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers impairs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire différemment A, tout simplement, histoire d'avoir deux sous-ensembles de A, plus facile à étudier que A directement. Par construction, on a A qui est égal. Donc là, je vais faire le premier sous-ensemble. Donc, commençons par les nombres pairs. Donc, quand n est pair, 1 moins 1 puissance n est systématiquement égal à 1. Donc, ça sera l'ensemble des 1 plus 1 sur. Et là, comme n est pair, je vais le symboliser par sa forme 2k, avec k1 naturel. Donc, 2k plus 1. Voilà. Et donc, avec k, bien sûr, qui appartient à n. Et on va faire l'union, justement, avec l'autre sous-ensemble, qui est cette fois, lui, l'ensemble avec des n impairs. Donc, si j'ai moins 1 puissance n avec n impair, ça sera systématiquement égal à moins 1. Donc, j'aurai 1 moins 1 sur, et la forme d'un nombre impair, c'est 2k plus 1. Donc là, au final, je vais avoir 2k plus 2, vu qu'on avait le plus 1 ici. Voilà. Et cette fois-ci aussi, k appartenant à n. Donc là, on a toujours notre ensemble A, mais écrit différemment. Donc, je vais nommer ces sous-ensembles. Je vais dire que cet ensemble, il est égal à A1. Et celui-là, on va l'appeler A2. Voilà. Et on va étudier individuellement ces deux sous-ensembles. Donc, pour qu'on se repère mieux, je vais juste nommer l'élément X. Donc, X, ça va être un élément quelconque qui appartient à l'ensemble A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à A, d'après ce qu'on vient d'écrire?
Ça veut dire que x, soit il appartient à 1, soit il appartient à A2, par définition de l'union. Si j'avais une intersection, x devrait appartenir à la fois, donc j'aurais et à A1 et à A2. Donc voilà. Et précisons la nature de x dans chacun des ensembles. Donc si x appartient à A1, c'est équivalent à dire qu'il existe un certain K appartenant à n, tel que x s'écrit sous la forme 1 plus 1 sur 2K plus 1. Continuons pour un x qui appartient à A2, donc par extension qui appartient aussi à 1. Ça voudrait dire qu'il existe un certain K aussi, appartenant à n, tel que x s'écrit sous la forme 1 moins 1 sur 2K plus 2. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est que ces deux nombres sont beaucoup plus simples à étudier que celui-là. Donc on va essayer de trouver un encadrement individuellement de ces deux nombres. Donc encadrons maintenant les termes de A1 et de A2. Donc pour ce faire, on va partir de ça. Donc si j'ai K qui est supérieur ou égal à 0, vu que K appartient à n, ça implique que 2K, lui aussi, est supérieur à 0. Donc ça implique que 2K plus 1 est supérieur ou égal à 1. Par passage à l'inverse, pour obtenir notre nombre, j'aurai 1 sur 2K plus 1 inférieur ou égal à 1. Parce que la fonction inverse est strictement décroissante. Donc on change le sens de l'inégalité. Ça, je sais que pour tout cas, ça sera toujours positif, strictement. Donc je peux encadrer ce nombre comme ça. Voilà. Sauf que là, on n'a pas encore un terme de A1. Il nous faut rajouter 1. Ça implique qu'on a 1 strictement inférieur à 1 plus 1 sur 2K plus 1 inférieur ou égal à 2. Donc, ça implique que pour tout x appartenant à A1, j'ai x qui est encadré par 1 et 2, avec x n'étant jamais égal à 1, strictement supérieur. Donc ça, c'est notre premier outil qu'on va utiliser pour déterminer un encadrement général des termes de A tout court. Donc faisons la même étape pour A2. Donc pareil, j'ai K qui est un entier naturel, donc supérieur ou égal à 0. Ça implique que 2K lui aussi est supérieur ou égal à 0. Ça implique que 2K plus 2 supérieur ou égal à 2. Par passage à l'inverse, j'ai 1 sur 2K plus 2 qui est inférieur ou égal à 1 demi. Ça, pareil, je sais que c'est strictement positif, parce que K est un entier naturel. Donc, j'aurai cette inégalité. Maintenant, je vais multiplier par moins 1 de tous les côtés. Pourquoi? Parce que notre terme ici, c'est moins 1 sur 2K plus 2. Là, on a 1 sur 2K plus 2. Et lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, encore une fois, le sens de l'inégalité change. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement moins 1 demi, qui est inférieur ou égal à moins 1 sur 2K plus 2, strictement inférieur à 0. Et maintenant, je vais additionner par 1 pour avoir un élément de A2. Donc, moins 1 demi plus 1, ça me fait 1 demi. Là, j'aurai 1 moins 1 sur 2K plus 2. Et enfin, 0 plus 1, ça nous donne 1. Ça implique que pour tout x appartenant à l'ensemble A2, j'ai x qui est encadré par 1 demi et 1. Voilà. Donc si j'ai, je vais dire, je sais
pas, normalement on n'écrit pas comme ça parce que l'union c'est propre aux ensembles. Si j'ai 1 union 2, j'aurai que pour tout x appartenant à cette fois l'ensemble A, j'aurai x qui sera encadré par. Donc là on va prendre le plus petit, la valeur la plus petite que x peut prendre dans tous les cas de figure. Donc ça sera 1/2, donc ça sera inférieur ou égal à 1/2. Je vais prendre la plus grande valeur que x peut prendre, donc c'est 2, et donc ça sera donc du coup c'était supérieur ou égal à 1/2, et là ça sera inférieur ou égal à 2. Donc là j'ai un encadrement de x, avec rappel, donc si j'ai x qui appartient à A, ça veut dire que x est égal à un nombre de la forme 1 plus moins 1 puissance n sur n plus 1. Donc maintenant on va utiliser notre fameux théorème. Là on a prouvé que la partie A1 était bornée, on n'a pas encore montré qu'elle est non vide. Alors ça c'est assez simple à montrer. On a A qui n'est pas égal à l'ensemble nul. Pourquoi? Car, par exemple, prenons le nombre 2, on l'avait vu au début quand on avait écrit en expansion, car 2 appartient à A. Donc A est non vide. Et maintenant, invoquons le fameux théorème dont on a parlé au début. Donc, on a deux points A non vide, et on a A borné. Donc, d'après le théorème de la caractérisation séquentielle de la borne inférieure et supérieure, ces deux conditions impliquent que sup de A et inv de A existent. On a, grâce à ces deux conditions, et aussi grâce au théorème, la confirmation de l'existence d'une borne supérieure et d'une borne inférieure. Donc ce qu'on a, c'est que A est majoré par 2, et on sait aussi que 2 appartient à A. Ceci implique donc que la borne supérieure de A, notée sub de A, est aussi égale au max de A, et c'est donc égal à 2. Donc le max de A, c'est lorsque le plus petit élément, le plus petit majorant appartient à A. Lorsque le plus petit majorant est exclu de A, c'est sub de A. J'ai aussi donc que A est minoré par 1/2. Et on sait aussi que 1/2 est dans A. Cela implique donc que la partie, la borne inférieure de A, est égale au min de A, et donc égale à 1/2. Ouais. Donc voilà, exercice important, si vous travaillez sur les nombres réels, pouvoir déterminer les bornes d'une partie. Savoir faire la différence entre le sup et le max et l'inf et le min, c'est important aussi. Et tout simplement, la difficulté d'exercice vient en premier lieu dans la petite disjonction de cas qu'on a faite, et savoir tout simplement encadrer un nombre. Voilà. Donc exercice basique dans le chapitre des nombres réels, important à maîtriser. C'est beaucoup de définitions à connaître. Donc voilà, si j'ai pas été assez clair sur quelques points de la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à suggérer des exercices ou des thèmes que je pourrais aborder en vidéo si vous en avez l'envie.